Il va remettre la frappe. Ils sont magiques les Monégasques. J'ai un scoop pour vous. La frappe croisée magnifique. Égalisation pour l'AS Monaco. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Eh bien bonjour, bonsoir à toutes et tous, on se retrouve pour un nouveau débrief de la 29e journée de Ligue 1. Monaco recevait au Louis II l'Olympique de Marseille et s'est largement imposé sur le score de 3-0. Et avec moi pour m'accompagner, une équipe un peu plus classique que celle de la semaine dernière, retour des fixes de Radio Diagonale, Adrien et Quentin, bonsoir messieurs. Des visages qui vous sont sans doute plus familiers, mais voilà, c'était sympa en tout cas de voir Erwan et Flo à l'œuvre en tout cas, mais voilà, retour des titulaires. Ouais, puis on y reviendra en fin d'émission. Oui, mais, oui. Fin pronostiqueur, Erwan. Erwan, on se retrouve à la fin de cette émission, on va bien se marrer. Si tu nous écoutes, Erwan, c'était pas mal. Damien, on est jaloux. Donc messieurs, je le disais, Monaco donc qui recevait Marseille avec la possibilité de retrouver la seconde place qui avait été éphémère puisque perdue dès la semaine dernière après cette défaite dans les derniers instants face à Brest. Le job a été rempli, on va y revenir. Le match a été assez inégal, particulièrement cette première mi-temps un petit peu longue. Et on va pouvoir du coup commencer tout de suite par vos j'aime pas. Vas-y Adrien, je te laisse commencer. Ouais, j'ai pas entendu ça couper, mais je pense que c'est moi du coup qui. Oui, j'aime pas. Magnifique. Ouais. Sur j'aime pas. Moi, mon j'aime, c'est qu'on met quand même une branlée à l'OM, 3-0. C'est pas souvent. Faut remonter sur des gros scores fleuves. C'est les années où on marchait sur l'eau. Époque titre et même post-titre, quand il y avait encore du Rudy Garcia là-bas. Après, ça a toujours été des matchs un peu plus serrés. Mais voilà, là, 3-0, c'est quand même satisfaisant et ça conforte cette idée que ça y est, nous, dans le sprint final, face aux concurrents directs, face aux gros, là où on laissait passer des points durant toute cette première partie de saison, bah, là, on se rattrape. On est en train de rattraper finalement voilà, de ce point de vue-là. Et mon j'aime pas, je vais faire un peu la fine bouche, pas tant sur le score, sur le résultat, parce qu'on aurait effectivement pu mettre plus de buts, tout comme on aurait pu en prendre au moins un, mais plus sur l'ambiance dans les tribunes. Je nous ai trouvé peut-être un peu plus investis contre Nice, alors que la vraie rivalité elle est quand même contre l'OM, mais je trouve que on n'a pas assez surfé sur ce 3-0, dans le sens où ça aurait été l'inverse, on se serait fait souiller au Louis II comme tout le temps, avec qui ne saute pas n'est pas marseillais. On aurait même entendu des et 1, et 2, et 3-0, le truc, l'enfer à domicile. Donc voilà, je regrette qu'on n'ait pas un peu plus attisé, on va dire, là-dessus et surfer sur le score pour les humilier un peu plus, mais bon, je pense qu'on ne devait pas être assez. Mais je trouvais en tout cas dans le COP qu'il y avait plus d'initiatives pour le derby contre Nice que sur ce match-là. Oui. Voilà. Quentin. Moi du coup mon j'aime c'est Hutter, le 11 même qu'il nous a proposé et notamment l'équipe qu'il a su qui fait en tout cas aligner ces dernières semaines. Là pour le coup on a une bonne attaque de bien positionnée, un Mbolo Biarret qui marche très bien et après derrière un milieu qui remplit toutes les fonctions qu'on attend d'un milieu polyvalent avec un Zach et un Camara qui sont toujours présents, qu'il a trouvé son milieu en tout cas à ce niveau-là et donc c'est grâce à lui mais c'est aussi grâce au fait qu'on a plus de blessures et clairement on a tout le groupe qu'il faut. La défense aussi qui est plutôt, alors malgré le fait qu'on a pas mal tergiversé toute la saison, là je pense qu'on a quand même une défense qui est quand même relativement en place, même si on va en reparler après, c'est les deux qui se prennent des jaunes, c'est les centraux quoi on va dire. Mais voilà, après je trouve que voilà, on a quand même un 11 qui est bien en place depuis ces dernières semaines, depuis qu'on a été éliminé malheureusement de la Ligue des Champions, on a quand même des joueurs qui sont en forme à chaque week-end et Hutter aussi qui sait, je trouve, animer ce 11 de la bonne manière avec un Mbolo plus reculé, avec des changements qui sont assez tardifs mais en même temps qui viennent à pic on va dire. Même si on pourrait dire que Ben Seguir des fois on n'a pas
On a l'impression quand même qu'il a bien perdu sa place, bien perdu en tout cas dans le 11. Mais voilà, après derrière, je trouve que ça s'anime très bien et c'est tant mieux. Et bon, j'aime pas, du coup, c'est un peu ce que disait Adrien là. On pourrait croire que justement on aurait pu mettre plus de buts. Moi, j'ai envie quand même de croire cette stat là parce que je me dis bon, on a quand même des occasions à un moment donné de Balogun. On a quand même des occasions, même sur corner, qui sont pas forcément bien cadrées ou quoi, bien mises, mais on a quand même un énorme gardien en face. Et en fait, on aurait pu largement tuer ce match dès le début. Et en fait, moi, tout le match, je me suis revu voir ce ballon de Luis Enrique, je me suis revu ce ballon de Luis Enrique qui fonçait sur le poteau le droit de Keun là. Je me dis mais c'est pas possible quand même qu'il a loupé ce ballon. Je rappelle à ce moment-là qu'on menait 1-0 et que le match est un tout autre match si on se fait égaliser partout. C'est le tournant. Voilà, et puis bon, heureusement que cette équipe est en manque de confiance. C'est juste pour dire ne prenons pas non plus, même si on est invaincu en domicile cette saison, apparemment la seule équipe européenne à l'être. Faut quand même se dire que Marseille, ça reste une équipe qui est vraiment malade, qui est sur 4 défaites sur les 5 derniers matchs. Donc on est quand même, on tombe au bon moment, on va dire, contre Marseille. Il faudra vite se remobiliser sur Strasbourg la semaine prochaine, même si c'est encore à domicile, et ne pas s'enflammer parce qu'il y a encore pas mal de matchs à jouer, mine de rien, et on est deuxième, mais sur un mouchoir de poche. Ok, ouais, moi je vais commencer par le j'aime pas. Donc moi ce que j'ai pas aimé c'est la première mi-temps, globalement où on s'est fait chier. Alors si vous m'avez pas vu depuis un petit moment sur les débriefs, c'est tout simplement que j'ai pas vu les matchs qui sont sur DAZN. Oui, et le Stade Toulousain aussi qui jouait souvent le même jour. On peut dire que là il y a un alignement des planètes à la fois d'Europe plus le Stade Toulousain qui joue demain. Oui, mais de toute façon, ça change rien. Ça fait des années que je suis les deux clubs et je faisais très bien les deux. Non, c'est surtout, maintenant que c'est sur DAZN, en plus l'équipe qui quand même m'avait un peu gonflé dernièrement, donc je me faisais plus trop chier à chercher des liens. Bref, j'étais malgré tout content de retrouver l'équipe depuis le dernier match sur beIN, donc qui était face à Lille et cette défaite. Mais la première mi-temps, grosse déception. Il se passe pas grand-chose. On serait pas grand-chose. On a au moins la bonne idée de pas prendre de but et d'être plutôt solide défensivement, même si aussi on peut y revenir, mais Marseille est quand même dans une très mauvaise passe. Je crois qu'ils sont sur 5 défaites lors de leurs 5 derniers matchs et on comprend pourquoi. J'ai dit 4. Ou 4 des 5, je sais plus, parce qu'à un moment ils s'y perdaient un peu sur beIN entre 5 des 7, 4 des 5, j'ai plus trop le détail. En tout cas, ils avaient énormément d'avance en étant second, c'était quasiment fait. Et maintenant, ils sont vraiment en train limite de se demander s'ils vont finir dans les 4. Donc, parce qu'ils ont encore des déplacements pas faciles, comme par exemple à Lille dans 3 semaines, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, donc cette première mi-temps clairement à oublier. On a eu le mérite d'ouvrir le score sur une de nos rares vraies occasions. Et par contre, une seconde mi-temps qui m'a vraiment fait plaisir. Là, on a vu du jeu. Alors peut-être que les Marseillais se sont également un peu plus livrés, mais on s'est procuré énormément d'occasions. Oui, on pourra toujours se dire que avec un peu plus d'efficacité, on aurait pu en marquer plus. Malgré tout, tu mets 3 buts à une équipe de l'OM qui, malgré tout, fait partie des cadors de ce championnat de Ligue 1. Tu n'encaisses pas de but. Ta défense est globalement solide. Une des rares fois où l'OM arrive à passer et à se mettre en situation de frappe, parce que oui, ça peut arriver et il faut l'accepter, mais pour une fois, enfin, tu as un gardien qui te fait l'arrêt qu'il faut au moment qu'il faut. Donc globalement, très satisfait de cette seconde mi-temps. Et on y reviendra de toute façon quand on fera les top et flop, mais il y a eu des joueurs au-dessus, mais il n'y a pas vraiment de joueurs qui sont passés au travers cet après-midi, même si, en y repensant, il y a quand même un des entrants qu'on n'a pas beaucoup vu et qui semble un peu désintéressé du fait d'avoir perdu sa place de titulaire, visiblement. Je dis encore une fois, moi j'ai pas trop vu les matchs, mais je me réfère à ce que disait Boris au moment de sa rentrée. Lui-même disait, j'aurais préféré voir Crépin Diatta rentrer, au moins un mec qui a envie de jouer. Donc je me dis que Ben Seguir dernièrement doit pas forcément donner beaucoup satisfaction, en tout cas dans l'envie et dans ce qu'il propose tout simplement sur le terrain. En tout cas, de ce qu'on a vu lors de son entrée, c'était pas extraordinaire. Voilà.
la compo, Quentin, c'était un de tes points, en tout cas sur Uther. Compo sans grande surprise, on avait Mawissa suspendu ou blessé. Non, c'est suspendu. Suspendu, ouais. Ouais, c'est suspendu. Accumulation de cartons jaunes, ouais. Voilà, donc Singo retrouvait l'axe, ce qui fait que Vanderson retrouvait son poste de latéral droit par rapport au dernier match. Et sinon, après, on était sur une équipe classique, sur une compo classique de ces dernières semaines. J'ai l'impression. On sait que Balogun est revenu là depuis peu, mais bon, visiblement, la doublette Mbolo Biret fonctionne bien sur et en dehors des terrains. Donc, Uther a l'air de vouloir un peu construire avec ce duo d'attaque, en tout cas pour cette fin de saison. Ouais, et puis en plus, on a effectivement, à part Mawissa, qui effectivement, moi je pense que effectivement Mawissa va reprendre sa place de titulaire. Après, je sais pas si Vanderson va en pâtir du coup dans les prochains matchs, parce que Singo peut peut-être tourner aussi avec lui. Mais c'est vrai que maintenant, depuis qu'on joue un match par semaine et qu'il y a des retours de blessures, on peut aussi s'inquiéter sur les temps de jeu des subs. Hein. Nikena, ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas vu aussi. Puis même Balogun, il va se contenter de sa rentrée à la 60e tous les matchs si tout se passe bien. Non, parce que Mbolo est suspendu, je crois, au prochain match. Ah oui, contre Strasbourg, il sera suspendu. Ouais. Après, est-ce que une doublette Balogun, Biret, ça va marcher par rapport au match que vient de faire Mbolo? Je sais pas, faut voir, hein, mais c'est vrai que c'est un peu, voilà, il faut composer, quoi, hein, c'est clair. Mais là, ouais, pour l'instant, effectivement, 11 sans surprise. Même Keun, on s'attendait quand même à le revoir, hein, parce que Uther avait dit qu'il allait pas changer de gardien tous les matchs. Ce qui est complètement logique, et je comprends pas pourquoi les gens disaient enculé, ils mettent pas Majeki parce que l'autre il a fait des bourdes contre Brest. Bon, je suis d'accord, il peut faire des bourdes aussi. Hein. De toute façon, les deux le font, donc au bout d'un moment, c'est pas parce qu'on va leur tomber dessus et tout qu'ils vont à chaque fois ils vont se faire la chaise musicale, quoi. Enfin. J'ai pas souvenir, malgré tout, d'aussi grosses conneries. Alors après, maintenant qu'on a vu le film, Keun a fait un excellent match. Ouais. Bravo, et tant mieux. Et enfin, j'ai envie de dire, mais globalement, quand même, moi, j'aurais préféré revoir Majeki titulaire. Maintenant que Keun a fait ce match-là, bravo, bon choix. Mais j'ai quand même une préférence pour Majeki. Dans l'absolu, je sais pas ce que t'en penses, Adrien. En fait, je sais pas, faut pas se dire juste, lui, il fait un mauvais match, parce que c'est pareil, mais est-ce qu'il va repartir sur une mauvaise passe? Oui, il y en a eu quoi? Il y en a pas eu beaucoup. Mais, ouais, bon. Non, mais on n'a pas de gardien depuis 6 ans, donc en fait, je suis par rapport à ce que dit Rome, dans le sens où je m'attendais plus, qui voulait plus voir Majeki, à la fois, moi je comprends le fait que, en fait, c'est bon, je vais arrêter de faire plouf, Uther, tu vois, il va pas mettre un coup l'un, un coup l'autre, c'est bon, Majeki, il a fait assez de conneries comme ça, des grosses, donc, maintenant que tu finis la saison, et puis voilà, quoi. Enfin, il va pas changer, c'est pas le 9 que tu sors un coup, c'est le poste de gardien, c'est toujours un peu différent. Tu vas pas faire jouer un match sur deux un gardien. Ouais. Non, en fait, je rappelle qu'il a sorti Keun sur Toulouse. Il a sorti Keun sur la glissade à Toulouse. Oui, mais ça faisait trop. Mais ça là-dessus. Tu te dis pas que c'est une décision, c'est sur un coup de tête, c'est pas de dire c'est une accumulation de plein de trucs, la goutte d'eau, machin. Enfin, au bout d'un moment, c'est une accumulation et la gravité de la situation où Toulouse, ce match-là, encore une fois, moi, il me reste en travers de la gorge, comme celui à Montpellier, et encore que tu mérites. J'ai pas eu Brest, donc je pourrais pas t'aider. Juste le fait de se prendre un but à la minute. Toulouse, mais j'ai jamais autant enragé à la fin d'un match, alors que c'est Toulouse, un match de Ligue 1, mais je peux te dire que la rage était immense. Bref. Bon, voilà, en tout cas, le choix s'est porté sur Philippe Keun. On verra. Écoute, là, ça a fonctionné jusqu'à la fin de la saison. Ça risque d'être. Et pourtant, j'avais pas mis 1 euro sur Monaco contre Toulouse. Et Damien avait prono quoi, parce que pour une dinguerie encore non exaucée. Damien, il avait pronostiqué Monaco, mais Toulouse peut l'emporter et potentiellement le nul n'est pas à exclure. Voilà. Je crois que c'était un truc du genre, je ne sais plus trop le détail, mais bon, voilà. Ce genre de pronostic tranché, quoi. Le match maintenant, messieurs. Donc cette première mi-temps, donc globalement d'assez mauvaise facture. Globalement, je trouve que les 10 premières minutes, on a un petit peu souffert. Ça a été pas mal
illustré par un Singo qui a été en difficulté sur ce début de rencontre. Glissade, carton jaune, des interventions un peu à la limite. On y reviendra, mais c'est plus que repris pour le reste du match, même si on le sait, hein, il est souvent un petit peu à la limite et ses qualités athlétiques font que par moment il est un peu il flirte quand même avec la zone rouge, mais voilà, globalement ces 10 premières minutes sont un peu moyennes, mais j'ai pas non plus souvenir réellement que les Olympiens se procurent des vraies grosses situations de but. Après, qui est vraiment dangereux offensivement à Marseille? Encore une fois, je suis désolé, hein, mais ils ont pas d'attaquant. Ils font jouer Rabiot numéro 10. Leur meilleur joueur, c'est quand même assez Rabiot, dingue. Ouais. mais qui joue trop haut, et Højbjerg, mais qui revenait de blessure. Ils ont une défense décimée, ils ont plus de défenseurs centraux. Enfin, en fait, à part leur gardien... C'est une équipe bancale, complètement. T'as que des mecs de devoir au milieu avec Rongier et Højbjerg, c'est pas non plus des mecs qui vont te créer quelque chose, même par la passe. Hein, c'est des mecs qui jouent simple. C'est des mecs, surtout Rongier, c'est un mec qui te fera pas d'erreur, mais il y a zéro prise de risque dans son jeu. C'est un mec qui joue simple et clair, quoi. Mais bref, tout ça pour dire que les seules occasions ont été dans les pieds de Luis Enrique. Il y a la première situation, elle est pour Marseille avec Luis Enrique qui frappe, je crois, pied droit, mais qui cadre pas. Enfin voilà, sur son, je sais plus comment trop ça se termine cette histoire, mais il rate sa frappe. Et à partir de une fois les 10 premières minutes passées, le petit flou autour de Rove, comment le gérer, parce que du coup, que ce soit Kerrer ou Singo, ils se mettent pas trop d'accord. Pourtant, il y a qu'un seul mec à gérer devant, et le gars cause un petit peu de tort, hein, quand même. Oui, c'est ça. Une fois que ces 10 premières minutes-là sont passées, on a quand même mis le pied sur le ballon et on s'est retrouvé en position plus confortable avec un bloc assez haut et de l'occupation territoriale, si je puis dire. Après, cette première mi-temps, elle est horrible dans le jeu, dans l'intensité, dans tout, en fait. La combinaison des stratégies des deux équipes, et par rapport à l'affiche et tout ce qu'on en fait, le deuxième contre le troisième, on est dans le sprint final, il y a la seconde place en jeu, ou la qualif directe, hein, deuxième ou troisième, c'est finalement la même chose. Et ben on est très déçus, très très déçus. Moi, cette première demi-heure, je m'ennuie, et surtout je suis effaré devant tant de nullité en fait technique. Pour moi, malgré tout, c'est pas pareil, deuxième et troisième, surtout dans le championnat actuel. Dans un championnat classique normal, je te dirais oui. Mais là, ça veut dire quand même le meilleur derrière les autres, quoi. Oui, dans le championnat, quoi, en gros. Paris, ils sont tellement au-dessus. Enfin, en plus, là, on le voit cette année, c'est encore un autre niveau, alors qu'on s'y attendait pas forcément. Comme quoi. Mais donc, moi, quand même, j'aimerais bien finir. Évidemment, être dans les trois, ça sera la priorité, bien entendu. Mais être second, quand même, ça n'aura pas tout à fait la même saveur, même si on reviendra sur la saison en fin d'année. Évidemment que la saison est loin d'être excellente, qu'on a raté le coche à plein d'occasions, sans parler de la Coupe de France, évidemment, encore une fois. Donc, que c'était quand même l'année du centenaire et que, au final, ça va être une saison assez terne, et qu'au final, j'ai l'impression qu'en fait, depuis Barcelone, on n'avait pas refait un vrai match comme ça contre une grosse équipe depuis cet après-midi, même si l'adversité n'est pas la même. Mais est-ce que réellement il s'est passé grand-chose entre le Barça et cet après-midi? J'ai pas non plus trop la sensation. Donc, il y a eu Villa. C'est vrai que maintenant, mais Villa, tu gagnes comment? 1-0 d'une tête de Singo. Singo. Ouais, mais ça fait partie des gros matchs, gros enjeux, avec la qualif derrière. Bon, c'est vrai qu'il y avait eu quand même ce match, mais voilà, il y a eu la claque Arsenal, il y a eu la claque Inter, il y a eu les claques PSG. Donc voilà, enfin battre un gros, même si évidemment, encore une fois, la claque. C'est l'OM et qu'ils sont pas dans une grande passe, c'est quand même une vraie bonne performance. Mais c'est vrai que cette mi-temps, donc Quentin, voilà, il y a quand même ces petits éclairs vers
vers la demi-heure de jeu, 34e, je crois, bien amené par Mbolo, toujours dans ce qu'il sait faire et dans ce qu'il a fait. On en reviendra pareil quand on parlera des tops, mais encore à la perfection aujourd'hui dans ce qu'il sait faire, à savoir protection de balle, jouer pour les autres en déviation. Là, en l'occurrence, il lance Mika Biret. Et moi, qui globalement, du coup, n'ai pas trop eu l'occasion de voir Mika Biret briller, parce que je l'ai surtout vu en Ligue des Champions et ces 2 matchs avaient quand même été plutôt ratés. Je me suis dit, c'est bon, je vais enfin voir en live ce que ça donne. Mika Biret, le tueur devant le but. Bon, c'était pas pour cet après-midi, visiblement. Il s'y reprend à 2 fois, c'est un peu fouillis. Et finalement, c'est Minamino qui hérite du ballon. Oui, il a eu une occasion juste avant où il se fait contrer et où il aurait pu mieux tirer justement en première intention comme il l'a fait là. À la 17e je crois, mais après effectivement sur cette action là il décide de faire un crochet, malheureusement même lui il se fait emporter, donc il n'arrive pas trop à tirer comme il faut, et effectivement ça lui retombe dans les pieds après 2 contres, et ensuite dans les pieds de qui, et de Zach directement du coup, de Zakaria directement, ouais. Donc un petit fouillis quand même, mais effectivement la défense est complètement aux abois et laisse passer ce ballon après à Zakaria qui arrive à la caler à Minamino qui est tout seul effectivement dans la surface et qui a plus qu'à marquer dans le but vide. Et donc on célèbre pas trop parce qu'on a l'impression qu'il se passe, on n'a pas l'impression que c'est un but valide, je sais pas pourquoi sur le coup, alors qu'il est largement couvert. Mais parce qu'il se trouve derrière le gardien, je crois. Et donc les gens bug un peu. 2 joueurs, mais en fait, il y a au moins 4 Marseillais limite derrière Rulli à ce moment-là. Ils étaient complètement perdus. Ouais. Et puis du coup, Minamino qui vient encore une fois. Ça aurait pu être mon j'aime pas d'ailleurs, parce que j'avais déjà remarqué ça la dernière fois, mais il vient marquer un but hyper important contre le concurrent direct au classement. Et en fait, il s'élève tout seul. Genre, personne ne vient avec lui. Je me dis, vas-y, c'est pas la première fois que ça arrive. En plus, quand Biret avait marqué une fois aussi, c'était pareil. Genre, ils ont la flemme d'y aller. Je sais pas à quel moment, en fait. Je sais pas, même à Clio, je le vois célébrer, dire là, comme ça. Mais bon, non, mais peut-être qu'ils ont tous un doute sur cette histoire de hors-jeu aussi, tu vois, parce que. Je sais pas, moi je me dis, moi je regardais. En fait, on voit arriver le but, effectivement, il est pas très beau non plus, c'est pas une action de malade, voilà. C'est pour ça que même nous, l'émotion, elle est un peu contenue. Mais là, à ce moment-là, je me dis, on vient de marquer 1-0, on vient de entamer notre match et tout, on a fait. Voilà, c'est bon, on a ouvert le score, on peut ouvrir ce match un peu plus, vu qu'il était vraiment pourri, vous l'avez dit. Et au final, on se retrouve, ok, 1-0, trop bien, super. L'émotion, elle est contenue aussi. Est-ce que dans la manière dont l'action est amenée, tu t'attends à ce que Biret gère mieux déjà son face-à-face? Oui. Il doit s'y reprendre à 2 fois, il essaie une petite passe, c'est contré, et Zakaria joue vraiment bien le coup, il faut vraiment... oui, il y a eu le travail d'Embolo, effectivement, sans qui tout ça ne serait jamais arrivé, mais ce que fait Zakaria en une touche de vite dégager, donner du temps et de l'espace à un joueur démarqué qui est Minamino pour la reprendre, et il a plus qu'à la pousser. Il y a aussi ça, en fait, que le but il est quasi tout fait. Au moment où Minamino va tirer, tu sais qu'il n'y a plus de gardien, le gars il doit la mettre au fond, donc t'es peut-être moins dans l'émotion, mais bon, je regardais ce que faisait Zakaria sur le but, il est allongé par terre et il fait rien non plus, donc c'est vrai que c'est assez bizarre la réaction des joueurs sur cette ouverture du score, mais du coup on fait le plus dur dans un match où il se passe pas grand chose, ou en tout cas techniquement on a du mal à exister. Ça permet quand même, et dans un match ô combien important, on peut vraiment parler de finale cette fois-ci. Là du coup tu décantes la situation. Le contraire de Nice. Nice, on avait subi l'ouverture du score malgré le pénalty raté, et ça me permet aussi de dire que c'était quand même un gros match attendu dans lequel on est sorti victorieux. Voilà. C'est pas un gros, on le dira jamais assez. Oui. C'est aussi ça, peut-être que avec Romain tout à l'heure, quand l'occasion s'en présentait, on n'est pas revenu là-dessus parce qu'effectivement on minimise sans doute un peu les affrontements contre Nice, mais dans le classement c'était important parce qu'ils étaient devant nous à ce moment-là quand même. Ils étaient en quelle Coupe d'Europe, Nice? Dans la Conference League, non je déconne, ils étaient en Europa League, mais ils étaient derniers. Non, et ils ont fini combien sur 36? 34e? 35, je crois, ouais. 35, je crois, ouais. Ouais, mais on parle de Ligue 1, ils étaient devant nous. Ah, mais évidemment. Au moment où, voilà. Mais bon, ils avaient. Après, ils ont le crack Sofiane Diop aussi. Hein. Encore un jeune qu'on n'a pas su développer. Hein. Comme dirait l'autre. Bon, voilà, Monaco va se faire quand même une énorme frayeur. On en a un peu parlé tout à l'heure. Luis
non, c'est pas Luis Enrique. Si, Luis Enrique. Si. Ouais, mais j'ai du mal, du coup, là, vu qu'il y en a deux. Ça veut dire Luis Gustavo? Non, mais avec celui du PSG, en fait, ça me... Ah oui, ouais. J'ai un peu de mal. Et non, ouais, Luis Enrique, qui rate l'immanquable, j'ai presque envie de dire, mais Keun a quand même essayé de il y a un petit le faire effort. Marquer. Après, c'est très compliqué parce que, pour le coup, tu peux comprendre Keun, là, pour savoir exactement dans quelle situation où t'es par rapport à ton but, je pense que c'est très compliqué, donc, forcément, t'essayes de la toucher. Son geste est pas catastrophique d'ailleurs parce que il essaye quand même un peu de la décaler. Bon, dans tous les cas, la frappe était pas cadrée. Clairement, si Luis Enrique a pas le pied carré, Marseille égalise très certainement. Et donc on se fait évidemment très peur à ce moment-là, mais voilà, on atteint la mi-temps donc à ce score de 1-0, voilà, dans une mi-temps globalement assez terne, assez plan-plan, mais voilà, Monaco à ce moment-là est repassé devant Marseille au classement général, et la seconde mi-temps, moi j'en parlais vraiment dans mon j'aime, Quentin, va être quand même d'un tout autre acabit, et surtout particulièrement je trouve ce premier quart d'heure, hein, jusqu'à enfin la délivrance et le second but marqué par Brel Embolo, on fait vraiment une très grosse entame de seconde mi-temps, où là on peut avoir un peu la sensation de retomber un peu dans nos travers, parce que on a plusieurs grosses situations chaudes sur corner particulièrement. Singo, pour le coup un vrai bel arrêt de Rulli, Embolo qui je pense doit faire beaucoup mieux à la finition, et je crois que la dernière c'est Akliouche, voilà, la demi-volée d'Akliouche, un peu topé sur un superbe extérieur de Lamine Camara. Un magnifique extérieur de Lamine Camara qui, je crois, est notre meilleur passeur, hein, cette saison. En tout cas, s'il l'est pas, il doit pas être loin du compte. Ça doit être Akliouche maintenant, je crois. C'est peut-être Akliouche maintenant, ouais. J'avoue que... Oui, mais il était à 8 en Ligue 1, Akliouche. Encore une fois, on prend vraiment l'ascendance sur l'OM, parce que c'est vrai qu'on a pas mal de ballons récupérés haut. Eux n'arrivent plus à ressortir la balle, même si c'est un de leurs points forts. On le voyait au début même du match. Tout le temps à ressortir, il y avait tout le temps cette petite j'attends devant la surface, même pour Biarritz et tout ça, qui était tout le temps au pressing sur Rulli et sur toutes les sorties marseillaises. Ils avaient un peu plus de facilité à le faire en première, et là en deuxième il y avait beaucoup de ballons donnés, notamment cette passe là de Camara, c'est un ballon récupéré à l'entrée de leur surface, donc clairement très dangereux pour eux. Et effectivement, on obtient quand même pas mal d'occasions, on pousse beaucoup, et au moment en fait où on a eu tous ces corners et cette grosse occasion aussi d'Akliouche, effectivement, qui la reprend, qui aurait pu bien la mettre, effectivement, sans cet énorme travail de Rulli. On se dit que c'est bon. Enfin, en fait, à ce moment-là, pendant un quart d'heure, on pousse tellement qu'on est obligé de marquer, quoi. Et effectivement, ça vient de cette passe magnifique de Vanderson, pile dans le tempo, parce qu'on attendait les lignes, hein, Adrien, pour voir s'il était hors jeu, mais effectivement, donc on a un Embolo qui n'est pas hors jeu pour une fois, qui est parfaitement dans le tempo, et en plus qui sait bien finir. J'étais étonné en fait, j'étais même surpris agréablement de la finition d'Embolo. C'est pas du tout celui qu'on avait en première partie de saison, qui aurait mis une minace en tribune. Donc tout en maîtrise, un plat du pied croisé, parfaitement placé, et une très belle couvert par Luis Enrique, je crois. Mais pour moi je le vois hors jeu, mais après j'ai pas revu les lignes, et à ce moment-là en plus j'ai dû retourner à mes obligations familiales pendant 30 secondes. Il y a une chaussure d'écart. Ouais. Je sais qu'il y a le triple changement qui se fait à ce moment-là, et même après le triple changement, ils ont toujours pas acté de savoir s'il est hors jeu ou non. Ouais. C'était assez long parce que c'était vraiment. Mais après, au moi, poil de. J'ai honnêtement pas eu peur. J'ai eu très vite la sensation, mais c'est vrai que maintenant avec les lignes, non, mais pour moi, voilà, dans tous les cas, ça devait être validé. Il n'était pas hors jeu. Après, c'est vrai que quand tu revois les lignes, tu te dis, ça se joue clairement pas à grand chose. Mais malgré tout, il n'est pas hors jeu. Je sais pas, ça doit jouer à une vingtaine de centimètres, quoi. Ouais, en tout cas. En tout cas sur le premier ralenti, je me dis je pense qu'il est hors jeu, mais bon, tant mieux. Et pour revenir sur ce qui a été dit, enfin sur cette reprise de seconde mi-temps qui est ton j'aime, et évidemment en fait quand on voit ce visage là d'une équipe conquérante qui domine, qui maîtrise son sujet, et qui
qui est tourné vers l'attaque et qui se crée beaucoup d'occasions, on est obligé d'être séduit. C'est le Monaco qu'on aime voir, c'est le Monaco qu'on veut voir et qu'on aurait aimé voir en tout cas sur la première mi-temps, une équipe qui se bat pour les premiers rôles et qui veut aller chercher sa qualif. Donc là tout de suite, j'ai été réconcilié, on va dire, avec l'équipe, et ça m'a permis de vite oublier cette première mi-temps qui était vraiment horrible. Donc ça m'a vraiment réconforté et rassuré, et de voir enfin le vrai visage d'une équipe conquérante. Et donc voilà, ça s'est traduit avec ce deuxième but où là on respire un peu mieux quand même, et on se dit que voilà, donc, si on se prend un but, on a quand même toujours ce petit matelas. C'est toujours un peu rassurant. Non, là, donc à ce moment-là, il y a 2-0, on joue l'heure de jeu, on va marquer ce troisième à la 80e, et donc là, il va y avoir 20 minutes où il va se passer quand même pas mal de choses. Déjà, il va y avoir 3 changements dès le 2-0 pour Marseille. Nous, on va attendre un petit peu plus, ça sera à la 70e, les rentrées de Balogun pour Biret, qui visiblement était crampé, était un peu au bout du bout, puisque même quand sur sa célébration sur le penalty de Zakaria, il aurait peut-être pas dû faire la course de trop. Espérons qu'il s'est pas fait une contracture, ça serait un peu dommage quand même. Et Ben Seguir, donc la doublette Balogun-Ilinikena contre Strasbourg semaine prochaine, on n'est pas prêt. Ouais. Faut faire son milieu la nuque. Qui remplace Minamino, et ouais, pendant ces 20 minutes, ça va être un peu plus ouvert. Voilà, moi j'ai quand même en mémoire une situation, pour le coup, Mbolo joue mal le coup, il a un vrai bon ballon à donner côté gauche à Akliouche, et en fait il la met beaucoup trop dans l'axe, ce qui permet à Rouli de sortir. Il y a aussi une bonne situation de compte pour Biret, qui se mélange un peu les crayons, fait une passe sortie, perd le ballon, au final on se retrouve avec une énorme situation. Une frappe de Greenwood pour Marseille, voilà, avec une frappe de Greenwood. Et puis il y a surtout, on en a aussi parlé quand on parlait justement du choix du gardien, Adrien, 7 arrêts de classe, enfin un arrêt de classe mondiale de Philippe Keun sur Gouiri. Donc c'est pour ça aussi que j'en parlais, donc qui avait remplacé Rowe, qui après 10 minutes un peu emmerdante, avait été complètement été cadenassé par Singo. Voilà, l'arrêt dont on a besoin, l'arrêt en fait dont toutes les équipes jouissent à peu près à tous les matchs, et sauf nous, malheureusement ça fait trop longtemps que c'est trop rarement le cas, parce que malgré tout c'est déjà arrivé d'autres fois, faut pas non plus être complètement de mauvaise foi, mais ça fait du bien, quoi, parce que tu t'empêches une fin de match potentiellement un peu délicate, quoi. Maecki est quand même fort dans les 1 contre 1 ou dans des arrêts un peu spectaculaires. Après, voilà, là c'est à Keun de le faire, et comme quoi, peut-être que cet arrêt, cette déviation en première mi-temps dont on s'est un petit peu moqué, lui il l'a perçu comme un arrêt clé en fait, et ça l'a peut-être remis dedans. Faut surtout pas qu'il revoie la vidéo alors. Parce que ça... Oui, non mais. Lui à ce moment-là, il se dit, elle est cadrée, c'est lui qui la sort. Donc peut-être que là, il reprend en confiance. Après, il se mue en dernier rempart sur la frappe de Greenwood, ou en angle fermé aussi, où il intervient. Et là, c'est un arrêt de grande classe, parce que en plus, face à lui, c'est quand même Gouiri qui, dans l'exercice de la frappe enroulée bien placée, c'est un truc qu'il maîtrise plutôt bien, qu'il affectionne plutôt bien. Je me souviens d'un but absolument incroyable avec Rennes au Parc. Bref, là, il fait ça spécial, et Keun sort un arrêt top, quoi. Un arrêt classe mondiale. Keun et arrêt classe mondiale. Hein. Ouais, vous avez bien entendu. Mais c'est vrai. Et ça, c'est le genre d'arrêt qui te maintient en fait en vie. Enfin là, c'est voilà, tu une 2-0 et tu mets un coup dans le mental de tes adversaires et du mec qui vient de rentrer, qui est là pour faire la différence et qui se crée une occasion de dingue, et qui sait que celle-là il a pas le droit de la louper, et le gardien il la sort, et il t'assomme le mec en fait. Et les espoirs les espoirs collectifs de l'OM derrière. Donc c'est top. Ouais, c'est vraiment un arrêt clutch. Et ça sera donc la dernière vraie grosse situation pour l'OM. Hein. Je l'ai dit, c'était vers la 67, 68e minute. À partir de là, quand même, c'est plutôt Monaco qui va
avoir le ballon, qui va se procurer, comme je l'ai dit, pareil, quelques situations, j'ai plus exactement l'ordre, et puis à la 80e, donc Quentin, le couvercle sur la marmite, le 3-0, penalty, obtenu par Mbolo pour une faute un peu beaucoup stupide de Rouli. Alors Mbolo joue bien le coup, il met son corps en opposition, mais Rouli, clairement, c'est quand même bizarre la manière dont il essaye d'intervenir sur Mbolo, parce que clairement il fait une cravate, une sorte de cravate en tout cas, et il le projette clairement à terre. Et penalty magnifiquement transformé par Zakaria, hein, il faut le signaler. Alors prise de risque maximale, parce que frappe pleine puissance barre rentrante. Mais c'est inarrêtable. Inarrêtable, ouais, voilà. Ouais, Même Courtois, celle-là, il l'a pas. Hein, y a pas de... Et puis Rouli, je me dis, il sait pas, ça a pas l'air d'être un mec qui prenait vraiment. Enfin, là, depuis le début du match, il gueulait sur sa défense, tout ça. Mais finalement, il avait pas l'air d'être frustré d'être sorti de son match parce qu'il fait quand même des gros arrêts. Et notamment, c'est la frappe de Camara juste avant le péno, là. Ouais. On n'a pas pour en parler, mais c'est vrai que énorme frappe. Enfin, franchement, encadrée, ça aurait été un but magnifique. Malheureusement, elle est déviée. Si c'est Kun, c'est but. Voilà. Et quasiment toutes nos actions, si c'était Kun, c'était but. Mais bon, il a fait un bon arrêt là, donc voilà. Et non, mais sinon après le penalty, et là on a une vraie célébration. C'est pour ça que je dis ça, c'est que je comprends pas pourquoi à 3-0 on se rue sur Zakaria, les remplaçants, le banc, tout le monde. Alors que bon, ok, c'est super, on gagne 3-0 contre eux, y a pas de souci. Mais je me dis, c'est plus dur à mettre le 1 que le 3 quand même, surtout le péno. Donc, mais bon, tant mieux. On vient de leur mettre un stamp, on va savourer ça parfaitement. En plus, à chaque fois que les deux marques, ils célèbrent devant le COP marseillais, donc c'est parfait. Ouais, Mbolo, il a refait un peu un remake de la célébration contre Nice, sauf qu'il a pas mis le doigt sur la bouche, mais il s'est bien présenté devant. Ouais. C'est plaisant. Mais ce qui est plus plaisant, c'est qu'enfin, dans l'exercice des pénaltys, on a un mec qui porte ses couilles, qui porte le brassard, qui est emblématique, qui a un statut. Et qui gère l'exercice, quoi. On vient de réussir 2 pénaux de suite. La semaine dernière à Brest, il plante. Là, c'est pareil. Il y a moins de pression sur les épaules parce qu'il y a 2-0 et que le sort est quasi scellé, mais il te cale Enfin, tout est bon. La course d'élan, la puissance. Enfin, c'est un exercice technique qui a l'air de plutôt bien gérer. Donc, c'est presque dommage qu'on l'ait pas vu plus tôt, en fait. Et Biret aurait pu tirer en plus contre Brest, donc c'est même pas. Oui, mais il venait de rater, il restait sur un échec, donc vu que Nice, il se foire et c'était pas bien tiré. Et il y en a aussi où je crois c'est contre Nantes ou contre Reims où il a un péno, mais en gros il la met juste du bon côté. Mais c'est Nantes, ouais. Tu vois, c'est un contre-pied en soi. On sent pas que vraiment qu'il est ultra performant dans l'exercice. Et on se souvient qu'à Reims, en Coupe de France, il rate aussi, je crois, son péno dans la séance de tir au but. Mais il y a encore Mbolo qui a la baguette pour obtenir ses pénaux en tout cas, et ça c'est cool. Donc voilà, 3-0. On va y avoir une dernière grosse situation pour Balogun en angle fermé. Une frappe intéressante, mais bien sortie par Rouli. C'est dommage, parce que ça serait bien qu'il se remette un petit peu à marquer. Voilà, Mbolo, ça sera un peu quand même pas la déception, mais plutôt la frustration de la saison, parce qu'il avait fait ce vrai bon début de saison. On semblait enfin avoir le joueur qu'on nous avait promis l'année dernière. Voilà, il a été coupé dans son élan, il revient là pour la fin de saison, il a un Biret qui a enfilé les perles depuis son arrivée, un Mbolo qui, dans ce nouveau rôle, semble avoir réellement retrouvé ce qui faisait sa force. Donc voilà, ça aurait été bien pour lui qui marque. Malheureusement, ça sera pas comme ça, mais le plus important, voilà, Monaco s'impose donc 3-0, Monaco repasse second au classement. À noter que Lille est allé s'imposer à Toulouse 2-1 et que ça vient de se terminer il n'y a pas longtemps. Strasbourg et Nice ont fait match nul 2 buts partout. Donc pour le coup une très bonne opération puisque on a maintenant 3 points d'avance sur Strasbourg qu'on joue la semaine prochaine avec un goal average extrêmement favorable. Ouais, maintenant plus 22, ouais. Même en cas de catastrophe, on restera devant Strasbourg et même devant Lille qui sont également à 3 points de nous.
Donc voilà, Monaco second et espérons maintenant que ça tienne jusqu'à la fin de saison. On a un calendrier qui est pas très compliqué, mais alors à chaque fois qu'on dit ça se passe très mal. Donc on va plutôt dire qu'on voilà, on va prendre les matchs les uns après les autres et puis on verra. Voilà, parce que de mémoire, il y a quand même pas que des cadors. Hein. Je crois qu'il y a Saint-Étienne, il y a Le Havre. Il y a Saint-Étienne, il y a Le Havre, il y a Lens, on termine à Lens et il reste Lyon et Strasbourg. Bon, Lille par contre à 3 points, ils me font vraiment chier parce que Lille, ils sont vraiment dégueulasses, hein, pardon. Et franchement, de dire qu'ils sont que à 3 points, ça me rend dingue parce que ce qu'ils proposent en termes de jeu et voilà. Eux ils savent battre Toulouse, quoi. Ça m'insupporte vraiment. Mbolo, on en parlait, Adrien. Alors ça sera un de nos tops, mais on va plutôt faire un micro débat sur lui. Est-ce que il est pas en train de se racheter un peu sur cette fin de saison, de se racheter un peu sa carte de visite et de trouver tout simplement sa place dans l'effectif, dans le système de jeu, à savoir le faire jouer avec un autre attaquant et aussi clairement le faire jouer relativement reculé, parce qu'on a vu sur la position moyenne, il était rond central collé en fait à Lamine Camara. Hein. Ouais, complètement. Il laisse l'espace aussi derrière pour Biret, parce qu'en décrochant, il amène certainement aussi un peu d'attention sur lui et au moins un défenseur, ce qui libère en tout cas de l'espace pour Biret. Ça marche super bien ensemble. Et ce scénario-là, je me souviens, on l'avait évoqué lors du débrief contre Angers avec Flo. Je m'étais fait une petite science-fiction. En mode, et si finalement Mbolo se rachetait entièrement sur cette saison en nous mettant les buts importants dans les matchs importants. Ça a été le cas du coup contre Nice, avec ce deuxième but qui permet du coup d'avoir 3 points. Là, à Brest, on l'a pas trop vu, il n'a pas été décisif. Mais là, cet après-midi plutôt contre Marseille, là encore, il a répondu présent et c'est ultra important. Donc, il est en train de se racheter. Il reste encore du coup Strasbourg et Lyon à domicile pour vraiment donner encore plus de crédit. Mais c'est sûr que déjà il y aura pas Strasbourg. Hein. Oui, non, du coup, non, il n'y aura pas Strasbourg, effectivement. Mais il reste quand même des matchs de cette fin de saison pour se rattraper. Non, mais même s'il marque contre Saint-Étienne, hein, moi je prends aussi. Hein, oui, voilà, c'est pour ça que je te dis, là on est dans le sprint final, les buts et les points comptent quasi double, surtout quand tu affrontes tes adversaires directs, tes concurrents directs, ce qui est quand même un petit peu le lot finalement, notre sort durant cette fin de saison, dans ce sprint final. Donc il est en train de redorer son blason, même si je pense que même moi qui ai vraiment beaucoup d'affection pour ce joueur, qui l'apprécie vraiment, et pour vous dire, j'y a jamais un flocage sur mes maillots, et la question s'était posée pour Mbolo, mais là vu la saison non, mais il me sortait par les trous de nez vraiment, parce que c'est raté. Je pouvais plus me les voir. Et là, il est en train de se racheter. Donc, est-ce que la question qu'on se pose et qu'on vous pose aussi, vous, très chers auditeurs, et n'hésitez pas à nous répondre dans le chat, évidemment, mais est-ce qu'on continuerait pas l'aventure avec Brel Mbolo la saison prochaine, sachant que, même lui reste ouvert, hein, il y a eu cette interview dans les colonnes de Nice Matin, où il dit moi qu'on me demande de rester ou de partir, je ferai ce qu'on me demande de faire. En gros, il est à la disposition au service du club, il se sent très bien ici, et là en fait la question se pose d'autant plus que on a une doublette d'attaquants quand même qui fonctionne plutôt bien l'ensemble, il y a une complicité. Là aussi, il y a eu cette interview assez marrante autour de ces deux qui se sont plutôt bien trouvés, et on sait que c'est important et que Monaco a toujours joué sur une doublette d'attaquants qui fonctionne, une complémentarité, et donc pour moi c'est presque ça le plus important, quoi. Ouais, moi j'ai un avis. Pardon, j'enchaîne du coup. Non, je disais juste que j'ai un avis un peu moins positif à son égard. Je me dis que aussi c'est un joueur alors déjà qui va être
qui va pas rapporter grand-chose si on le vend. Il y a que des mauvais points en fait parce qu'il a plus qu'un an de contrat. Il n'y a pas de point positif au fait qu'il parte. Mais d'un autre côté, s'il part, je veux dire, c'est pas non plus la perte. C'est pas non plus une énorme perte. Moi, c'est ça que je pense. Enfin, faut pas que on se fasse des films sur l'histoire naissante avec, la complicité avec Biret et tout ça. Je pense que la saison prochaine, les cartes vont vite être battues. On va probablement se qualifier en Coupe d'Europe et il y aura plus de débat. Il y aura une offre sur la table et il va partir là où il veut, sachant qu'il a jamais fait plus de 3 saisons dans un club professionnel depuis qu'il a quitté le FC Bâle là. Donc je me dis que là, à partir de ce moment-là, ça va être sûrement l'occasion de se barrer, surtout qu'en plus il fait une bonne demi-saison, bonne deuxième demi-saison, qui s'est bien remis depuis sa blessure la saison dernière. Même s'il a jamais été aussi bon que la première saison qu'il a fait avec nous. Je pense que ça reste un joueur très précieux qui va nous être très utile sur la fin de saison, mais ça va être dur de le garder et il faudra lui montrer vraiment un projet de jeu, j'ai envie de dire, solide. Pour un joueur qui est dans la fleur de l'âge, là, il a quoi, 29, 28, je sais plus exactement. Mais pour moi, c'est pas un joueur qui est censé rester chez nous et continuer à prendre. Il va prendre un step supplémentaire, je pense, dans sa carrière. Et nous, on a pas mal d'attaquants qui toquent à la porte derrière. Et je pense que si un Balogun, en tout cas, reste chez nous, il va pas vouloir jouer le remplaçant. Si un Inikena aussi vient d'arriver, lui aussi, je sens qu'il a un peu, peut-être ça le démange, mais en tout cas de venir un peu prendre cette place, sa place dans l'équipe, dans l'attaque en tout cas. Et même s'il est ultra important, et là on le voit encore aujourd'hui, on n'oublie pas quand même, ça ne fait pas oublier quand même la première partie de saison et les ratés et le fait que c'est pas un tueur dans la surface. Même si j'adore le joueur. Non, ça c'est sûr. Moi je l'aime beaucoup. Moi de manière très simple, je pense qu'on a nos 4 attaquants pour l'année prochaine. Il faut qu'on continue sur ça. Après, est-ce que ça va être le cas? J'ai un peu peur qu'il nous fasse une connerie et qu'il y en ait un des 3 principaux, parce que il est Nikena dans une autre catégorie, mais qui partent. Maintenant, est-ce que Mbolo peut réellement intéresser des clubs d'un standing supérieur à Monaco? Je suis pas convaincu, parce que pour le coup, il n'a pas fait une énorme saison, comme on vient de le dire. Là, ça va mieux sur la fin, mais c'est en Ligue 1, donc globalement, personne ne regarde, tout le monde s'en fout. En Ligue des Champions, il n'a pas particulièrement brillé, donc c'est là où il peut marquer les esprits. Et ça n'a pas été forcément le cas. Il a un profil rare. Clairement, ce n'est pas un tueur. Il faut pas le faire jouer tout seul en pointe. Si c'est comme ça, évidemment, ça sera un fiasco et on le sait d'avance. Par contre, dans une attaque 1-2, dans ce rôle de pivot, dans ce rôle de facilitateur de jeu, c'est un joueur très intéressant. Mais c'est vrai que pour un numéro 9, c'est toujours un petit peu frustrant de se dire que il marque pas assez de buts, que je crois que là maintenant il doit être à 6 cette saison sur la Ligue 1 et que à moins d'une bonne fin de saison et qu'ils finissent par raccrocher les 10, on se rappellera quand même de la manière et ça sera quoi qu'il arrive un peu insuffisant, mais voilà, moi je lui mets comme bémol le fait qu'il a joué trop souvent seul et que c'est clairement pas comme ça qu'il faut l'utiliser. Donc voilà, moi j'ai clairement envie de poursuivre l'aventure avec ce joueur, avec Balogun et Biret, et avec un Nikena qui est encore extrêmement jeune et qui a encore le temps pour se montrer, pour gagner du temps de jeu. Encore une fois, si l'année prochaine on est sur les 2 compétitions, de toute façon on aura besoin d'avoir les 4 attaquants. On a commencé la saison, on en avait que 3, tout le monde trouvait que c'était pas assez. On s'est vite rendu compte que c'était pas assez parce que dès que tu as eu un absent, ça a été une catastrophe. Biret, heureusement, on a réussi à faire un coup assez improbable au mois de janvier en prenant un attaquant avec un petit CV et peu de certitude, et il nous a planté un nombre de buts. Zéro adaptation, en très peu de temps. Donc voilà, on a eu énormément de chance, on s'en sort pas si mal, mais quoi qu'il arrive, l'erreur originale et qu'on a commencé avec 3 attaquants et qu'il en manquait un. Donc voilà, il faut qu'on reprenne la saison prochaine avec ces 4 joueurs là. On a un tueur, on a un joueur profil pivot, on a un joueur peut-être un peu plus d'espace avec Balogun, et on a un Ile Nikena qui on verra réellement quel type d'attaquant il est. Donc voilà, moi j'ai envie on attend Boidou aussi. Avec Balogun qui va revenir, même Boidou qui va revenir de Bochum. Bochum. Il met 7 buts en 14 matchs, franchement.
Même On si, peut se voilà, poser la question. encore une fois, pour un numéro 9, c'est potentiellement un peu frustrant de marquer si peu de buts, d'être aussi peu tueur, mais voilà, c'est un attaquant différent et moi je l'aime beaucoup. Les top et flop maintenant, messieurs. Bon bah Mbolo, on vient d'en parler. Adrien, toi c'était ton top. Clé sur le premier but, clé sur le troisième but et buteur sur le deuxième. Un match plein. Ouais, c'était ton top, Mbolo. Moi, mon top, c'était Non, c'était Zakaria. bien. Ah bah voilà, non, Ouais. du coup voilà, Mais c'était bien bon, et du coup voilà. je vais en parler. Voilà, et j'ai rien d'autre à Oui. dire que ça. Donc tu peux parler de Zakaria maintenant. Voilà, exactement. Zakaria, le patron, et c'est vrai que j'ai vu une stat passer, le nombre de points gagnés, la moyenne de points quand Zakaria est là, on est à plus de 2 points par match, je crois. C'était un truc du style 2,27. Et quand il est pas là, et ça coïncide avec cette mauvaise période, je me souviens où en fait il se blesse à l'échauffement à Nice. Et à partir de là, bon, c'était quand même un peu plus délicat et il a fallu du temps pour qu'il revienne aussi, pour être bon. Mais enfin là aujourd'hui, c'est patron, c'est dans les deux surfaces, il est ultra intéressant. Il va faire des récup. On a vraiment du mal à le passer. Et ça a vraiment été le patron, quoi. Tu sens qu'au milieu, enfin, il allait récupérer des ballons dans les pieds de Greenwood, où t'as l'impression qu'il y avait un peu que lui qui pouvait essayer de tenter un truc. Enfin voilà, il y a zéro espoir. C'est le mec qui est au-dessus et c'est le mec qui est ultra important dans un effectif, dans l'équilibre de l'équipe et le statut qu'il a. Ça serait vraiment, pour moi, c'était déjà une aubaine, on va dire, de le récupérer, parce que suite à c'est pas des erreurs de casting, mais il a fait Juve, Chelsea, il a pas réussi à s'imposer et là il est redescendu d'un échelon en venant à Monaco et parce qu'il y a eu tort, on arrive sans doute à le conserver et peut-être même qu'on pourrait faire une 3e saison, ce qui serait absolument inédit, je pense, qu'on arrive à garder un joueur aussi talentueux, aussi important, parce que faut vraiment pas minimiser son apport dans tout, hein, dans la mentalité, sur le terrain, en dehors. C'est vraiment un mec top. Ouais. Donc moi, on parlait des départs d'Embolo, on va certainement devoir aussi tirer un trait sur Akliouche, mais franchement, si on perd Zakaria, ce sera très compliqué parce que t'as un gros chantier au milieu et surtout la doublette Camara-Zakaria. Moi, je le répète quasiment à chaque débrief, c'est top, tu vois. Donc, t'aurais un gros chantier au milieu de terrain saison prochaine si tu venais à perdre Zakaria parce que t'auras Camara tout seul, vu que Al-Mousrati c'est un prêt et que on va certainement pas bouger le petit doigt là-dessus. Donc voilà. Ouais. Donc merci Denis, en tout cas, voilà, c'est vraiment la valeur sûre et gros match. Et non pas Denis parce que c'est bizarre. Puis d'ailleurs j'ajoute le fait que Mbolo était dans l'équipe aussi, peut-être que ça a amené Zakaria à venir vu qu'ils ont l'air très copains les deux et c'est et pareil. Peut-être Philippe Keun. Et Philippe Keun évidemment, mais bon ça. Voilà. Tu en parlais, hein, Adrien Camara aussi qui est un de nos tops. Franchement, en fait, le nombre de points, la moyenne de points, là, elle monte encore, je crois, quand c'est Zakaria et Camara qui sont titulaires à deux, parce qu'on a eu pas mal de matchs avec l'un ou l'autre. Et notamment, justement, j'en parlais avec soit Magassa, soit Al-Mousrati, ou même des Golovin dans des heures un peu plus sombres. Là, on a vraiment une doublette au milieu qui est très solide et qui permet de sortir des matchs comme on a vu cet après-midi, c'est-à-dire tout en sérénité devant la défense, en récupération, en duel, et aussi dans la projection avec Camara qui est un super passeur, un super tireur de coups de pied arrêtés aussi, même si ça n'a pas été trop, on n'a pas eu trop l'occasion de le voir là pendant ce match. Mais là, ce Camara là qui était constamment, le ballon dans les pieds pour faire progresser le ballon, pour aller récupérer aussi certains dans le camp adverse. Et un joueur qui aurait pu mettre un superbe but. Ouais, il aurait pu être passeur décisif. Et plusieurs fois, hein. Il a pu être passeur décisif au moins 2 ou 3 fois. Et oui, après derrière, on a cette énorme frappe qui aurait pu faire mouche. Donc un joueur qui est très très actif et qui aussi
contribue à cette domination qu'on a pu avoir du coup au milieu de terrain, malgré qu'on n'ait pas eu la possession. Je regarde là, effectivement, on n'a pas du tout eu la possession au final. Ouais, 44, ça montre quand même qu'on a eu beaucoup plus d'actions dirigées vers l'avant, quitte à perdre la balle assez vite, mais en disant qu'on avait la capacité à se projeter, et c'était le cas aujourd'hui. Enfin, je pense qu'on avait quelque chose que Marseille n'avait pas, c'était le cœur et les couilles, pour ceux qui se souviennent. Ah, ça, voilà, merci, ça fait plaisir. Je voulais glisser en GM, j'ai complètement oublié. Ouais, très bien, très bonne intervention. Dommage qu'elle arrive en fin de débrief, Quentin. Il a fallu attendre. Personne écoute. Tout le monde s'est barré. Mais non, voilà, je suis assez d'accord pour ces 3 tops-là. Bon, évidemment, une mention, plus que mention, même pour Philippe Keun, qui a fait un très bon match, et il faut aussi savoir le dire quand c'est bien. Voilà, on n'a pas réellement de flop, parce que clairement, malgré tout, voilà, tu gagnes 3-0 face à l'OM, il n'y a pas eu d'énormes erreurs. Malgré tout, envie de mettre une petite pastille à Mika Beret, qui a pas fait sa meilleure prestation depuis qu'il est arrivé sur le rocher. Sur le premier but, il peut potentiellement faire mieux, il s'y reprend à 2 fois, c'est des extérieurs de pied un peu à l'arrache. Bon, il a la chance que Zakaria suit bien et que Minamino conclut. Et moi, pareil, j'en parlais tout à l'heure en y repensant, pareil, l'entrée de Ben Seguir, le 20-25 minutes. Une fois n'est pas coutume. Encore une fois. S'il n'était pas rentré, pas sûr qu'on aurait eu une énorme différence. Donc voilà. Après, pour le reste, pas grand chose à dire. La défense centrale a plutôt fait son taf. Il y a ce jaune un peu bête que prend Kerr. J'ai l'impression que c'est parce qu'il tape dans le ballon, non? Parce que c'est un gain de temps, non? À la fin. Oui, parce qu'il gêne la relance. Ouais. Voilà, bon, c'est. Oui, ça, c'est vraiment un jaune con. C'est quand même très con. Singo, on l'a dit, il y a eu 10 minutes où tu dis, oula, attention. Puis au final, derrière, on a retrouvé le Singo, qui en fait est assez impressionnant, même s'il jouait avec la limite. Donc voilà, globalement, un match plein de nos rouges blancs. Juste sur Biarritz, je crois qu'il faudra regarder, mais c'est le premier match où il marque pas au Louis II, depuis qu'il est arrivé. Possible, ouais. Peut-être. Je crois que c'est le premier match où il reste muet. Faudra. Voilà. Peut-être. En tout cas, le prochain match sera capital. Monaco recevra Strasbourg Louis II samedi prochain à 19h. Voilà, là pareil, un peu la même situation qu'aujourd'hui. Une victoire nous ferait clairement bien avancer vers cet objectif top 3. Une défaite serait pour le coup un très mauvais résultat. Voilà, maintenant il va falloir confirmer ce qu'on n'a pas su faire la semaine dernière à Brest, alors que on avait bon an mal an réussi à arracher un nul. Encore une fois, j'ai pas vu le match, donc je sais pas réellement ce qui s'est passé dans les détails. Par contre, j'ai vu les buts, donc voilà. Donc essayez ce coup-ci de pas faire n'importe quoi. Mais c'est donc l'heure pour conclure de faire la section prono, Adrien, que t'attendais avec impatience. Ouais. Parce que là, c'est un moment de grâce. Comme on en voit peu dans l'histoire des pronos, parce que habituellement on fait qu'un prono. Damien a lâché la rampe, il a laissé faire Erwan un quadruple prono. Alors ça aurait pu être magique, hein. Il aurait pu nous faire un 4 sur 4 et tout le monde l'aurait applaudi. Malheureusement, il avait pronostiqué défaite. C'est un nom. Il avait pronostiqué Crépin Diatta titulaire parce qu'il voyait un 4-3-2-1 ou un 2, je sais plus, en tout cas avec Crépin dans un rôle de piston. 3-4-1-2. 3-4-1-2, voilà, avec Crépin dans un rôle de piston, c'est un nom. Et il avait pronostiqué un carton rouge, et c'est un non. Donc c'est un magnifique 0 sur 4, Erwan, tu rentres par la grande porte dans l'histoire des pronos ratés de Radio Diagonale. Bravo. L'élève dépasse déjà le maître, en fait. C'est ça qui est fou. C'est-à-dire que il y avait le mentor qui chapeautait un petit peu tout ça, il leur a laissé la main. Parce que je pense qu'il devait chercher les pronos de Brest. Donc Florian Rossi, bravo. Un bon prono, parce qu'il avait quand même dit victoire de Monaco, il avait dit 2-1. Ah, il avait dit 2-1. Victoire de Monaco. Ouais. Donc, non, il fallait se contenter de victoire de Monaco. C'est un excès de zèle pour toi? Moi, je suis intransigeant. Tu mets même pas un 0,5 là-dessus? Non plus. C'est vilain, c'est sa première. Bref. Et donc, on a Erwan à côté, qui s'est lancé, voilà, tu l'as dit, il a tenté le 4 sur 4. Et c'est le 0 pointé. Donc voilà, c'est une belle séquence. On te remercie pour ça.
Et Et c'est surtout puis, que, n'ayant pas écouté le débrief, je me la suis fait après le match pour du coup être au courant des pronos. Et du coup, ça m'a beaucoup fait rire parce que connaissant ce qui s'était passé, c'était un enchaînement de ah bah non, ah bah non, ah bah non, ah bah non. Mais par contre, Damien, ah bah non, Damien, il faut aussi parce que Oui, oui. Balogun titulaire. Et bah alors après, il avait quand même précisé qu'il voyait quand même Mbolo aussi. Donc du coup, oui, je c'est sais ça pas qui est vraiment fou, quel c'est était que son prono. maintenant, il en vient à Mais- décrédibiliser instantanément son prono. C'est-à-dire, il dit un truc, mais en fait, non, ça se produira pas parce que, en fait, ça va être ça. Bah voilà. En tout Bon, cas, je tiens à bref. dire juste que Damien avait dit dans le début de la saison que finalement le PSG était pas si prenable que ça et qu'il reste quand même la meilleure équipe. Il avait beaucoup de lucidité parce que beaucoup de gens disaient que Mbappé, sans Mbappé et tout ça, le PSG, voilà. Ça ce va serait toi, pas- tu Il t'a cherches quoi là? soudoyé, quoi. On n'est pas payé. Quel est Hein. l'intérêt de sortir ça là maintenant? Parce que Tu tout cherches à l'heure, une on a dit augmentation oui, ou le quoi PSG est vraiment au-dessus de tout le monde. Le PSG est vraiment au-dessus de tout le monde. Moi, c'est bon, je veux pas la deuxième Tu croques place. toi aussi sur la diagonale? C'est quoi cette histoire là? C'est toi qui mets Ouais, les c'est- pubs. Faut pas le Ah, descendre à chaque fois sur les pronos. Il dit aussi des choses Ah, qui si, peuvent être. regarde le justement. susboule. C'est quoi Bon. ça Bon bah vas-y, bref, fais ton prono alors pour Strasbourg, monsieur. Ouais. Monsieur, je défends là. Ouais. Vas-y. Je vais aller voir ce que Damien a pronostiqué et je vais faire l'inverse. Non, il a rien dit. Non. Damien. Non, y a rien dit, non. Dis but d'Embolo, tu vas voir. Moi, justement, alors c'était tentant de mettre le Maréchal buteur, mais je vois qu'il a pas fait un bon match contre Nice. Il a été sorti à la mi-temps, donc je sais pas si on va le revoir titulaire assez vite. Donc ça va pas le faire. Même s'il avait été bon là ces derniers matchs avant, là, on va dire que c'est pas un prono à faire. Du coup, je vais quand même pronostiquer un but de Strasbourg avant nous, donc premier buteur de l'équipe. Enfin, D'accord, ok. Ouverture on va du dire que score. Strasbourg. ouverture de ok. score de Strasbourg, voilà. Ok, Parce que Adrien. je pense qu'ils sont quand même assez chauds et qu'on a on a peut-être un peu de surconfiance à domicile contre une équipe de Strasbourg qui est aussi peut-être un peu sous-cotée et qui tranquillement est en train de se loger C'est vrai. dans le podium. C'est vrai, Ok, moi je vais la faire nette et sans bavure, victoire de Monaco. Ok, super. Et moi, très ça original. sera but de Balogun. Est-ce que Potentiellement- tu le vois titulaire? Ah, oui, mais c'est pas mon Voilà, prono, oui. mais, but C'est de pas ton Balogun. prono, attends, c'est juste Non, pour c'est pas- savoir parce si que- tu veux un demi-point ou pas, quoi. Non, parce que t'as vu, si tu dis un truc et que, enfin deux trucs et que le truc se réalise pas, Je ça ne fais annule pas le- des pronos à tiroir, moi. Je ne suis pas comme certains, après, qui s'arrangent pour avoir des demi-points à droite à gauche. C'est un prono sec, but de Balogun, qu'il soit titulaire ou remplaçant, qui marque du pied, de la tête, dans la surface ou pas. But de Balogun, point. Voilà. Merci, messieurs, donc, de m'avoir accompagné. Donc, prochaine émission, ça sera donc ce débrief de Strasbourg, donc samedi prochain, 19h. Donc, du coup, certainement DAZN. Donc, sans moi. Et voilà. On verra bien comment ça se passe. Voilà, on se retrouve donc la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et Dagemunegu. Et bisous.